Bonjour, bienvenue dans Imprima pour une nouvelle semaine sur Alta Frequenza et nous sommes en compagnie de Jérôme Camille. Bonjour. Bonjour Lisa. Alors vous êtes écrivain, journaliste et vous venez nous parler de cette pièce de théâtre J'ai pas à vous parler qui sera donc cette semaine à l'Espace Diamant le 27 avril, ce jeudi. Cette pièce de théâtre est issue de votre ouvrage, de votre travail, Paroles de précaires, dont on a souvent parlé puisque vous êtes venu en tout cas le présenter sur nos ondes. Et puis cette pièce à laquelle vous avez travaillé avec Paul Grenier, metteur en scène bien évidemment bien connu. Donc ce jeudi, c'est à Ajaccio, à l'Espace Diamant. On va revenir sur, ce n'est pas, on peut dire... sa première, mais au contraire une nouvelle première puisqu'il y a eu une véritable refonte, un travail de refonte qui s'est joué autour de cette pièce de théâtre. Oui, c'est-à-dire que moi j'avais écrit un texte, j'avais jamais fait de théâtre, j'avais des dialogues pour le cinéma, j'ai fait des bouquins, mais le théâtre ça me faisait un peu peur, quoi. Je comprenais pas tout le système qu'il y avait là-dedans. J'ai une très bonne attitude de spectateur, mais j'étais pas capable de rentrer dans le théâtre. Et un jour, il paraît que j'ai dit à Paul Grenier, je lui ai dit, tu sais, quand je faisais les maraudes de nuit pour retrouver les précaires pendant un an, tous les soirs, pour moi, c'était comme un théâtre. J'assistais à une scène de théâtre. Il me dit, ah bon, il paraît que j'ai dit ça. Et quelques temps après, il est venu me voir, il m'a dit, mais tu te souviens que tu m'as dit ça? J'ai dit non, je me souviens pas que je te l'ai dit, mais je te l'ai sûrement dit parce que c'est le sentiment que j'avais tous les soirs quand je les voyais. Parce que soit ils me jouaient la comédie, soit ils m'injuriaient, soit ils me repoussaient, soit ils me disaient « j'ai pas à vous parler ». C'est ça qu'ils me disaient. C'était une façon de me repousser. Et Paul Grenier me dit « tu sais, ce serait bien, c'est que nous fassions une pièce de théâtre ». Et moi, je lui dis « tu sais, Paul, c'est très simple, je te donne tous les éléments et tu fais toutes les pièces de théâtre que tu veux, mais moi, non ». Et c'était, en fait, lors du premier travail, c'est comme ça que ça s'est construit. Mais le deuxième travail était différent. Alors, en fait, moi, je me suis attelé à ce travail et j'ai écrit à partir de cette pièce qui s'appelle Paroles de précaires, j'ai écrit un texte qui était, à mes yeux, un peu informe, qui était une forme théâtrale, mais à ma façon. Alors, on y a travaillé beaucoup dessus, Paul et moi, énormément. Il m'a guidé, il m'a orienté, jusqu'au moment où la pièce a été jouée à l'Espace Diamant, une première fois. Et pour moi, c'est une date que j'oublierai jamais, on a refusé du monde. Et pour moi, je ne pensais jamais qu'on allait refuser du monde avec un thème comme celui-là. Tant et si bien qu'on a dit, il faut qu'on refasse une autre présentation. Mais les dates étaient toutes prises. Et on s'est retrouvé avec une date qui est donc celle du 27. C'était lointaine, voilà. Très par lointaine. Rapport au premier. Donc, comme elle était lointaine, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé dessus, on a affiné le texte, on a affiné les répliques des comédiens, parce qu'il y a 6 comédiens, et on a travaillé dessus, on a rendu le texte, je dirais, plus lisible, plus plausible, que le public pouvait appréhender et s'approprier. C'est ça qu'on a voulu faire, et on verra si on y a réussi ou pas. Alors, le travail était différent, puisque là, vous avez mis peut-être un petit peu plus la main à la pâte, en tout cas. Oui. Vous avez collaboré avec Paul Grenier. C'est-à-dire, au départ, Paul me donnait des indications pour que j'écrive des scènes, et puis après, moi j'ai collaboré là directement, puisque la structure était faite, quoi. Le bâtiment était construit. Il fallait simplement aménager certaines passerelles, quelquefois, entre les comédiens. Et j'ai même rajouté un personnage, qui est un personnage politique, et c'est une dame qui dit, vous savez, moi je suis pas Dieu le Père, je peux pas faire grand-chose pour les SDF. Et il y a des résonances de choses qu'on a vécues et des choses qu'on continue de vivre. Un petit peu finalement une mise en contexte, peut-être aussi avec cette campagne aujourd'hui des présidentielles. Oui. Donc une volonté finalement aussi de coller à l'actualité et de voir que malheureusement la situation des précaires n'évolue pas beaucoup. Et si elle évolue, parce que les choses empirent, ça fait tache d'huile. Seulement on ne le voit pas du tout. Et puisque vous parlez des élections que nous vivons, personne ne parle de ces problèmes-là. Pas plus qu'on ne parle des réfugiés, il n'en est pas question. Les vrais problèmes sont oubliés. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont oubliés. Et comment justement expliquer finalement qu'avec cette précarité qui augmente, surtout sur un territoire comme celui de la Corse, le problème finalement reste entier?
Parce que d'abord, ça encombre. Ils encombrent beaucoup. Je sais que, je ne crois pas que ce soit en Corse, mais il y a des endroits où on a démonté les bancs qui sont dans les rues de façon à ce que les précaires puissent se coucher sur les bancs. En Corse, je ne crois pas. Je connais des situations extrêmes où on leur a donné un ticket pour partir, mais pas un ticket pour revenir. Enfin, des situations incroyables, quoi. Une inhumanité qu'on ne peut pas imaginer, quoi. Ce sont des hommes comme les autres, enfin. Bon, quelquefois, ils ont dérapé sur le verglas social, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des gens qui ont droit à une existence comme nous. Malheureusement, c'est pas tout à fait le cas. La seule chose que nous ayons faite, non pas la seule, mais en tout cas, nous avons construit, il y avait un abri du côté de Mézavir. Désormais, il y a un abri pérenne qui est ouvert toute l'année. Et non pas une certaine partie de l'année, et puis l'autre partie, ils étaient livrés eux-mêmes. À partir du moment où il faisait beau, au printemps, ils étaient livrés eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'à 5 heures du matin, il fasse chaud, hein. Moi, je suis rentré déjà dans une voiture à 5 heures du matin, c'est une glacière. C'est un truc terrible. Il y a des gens qui dans ces conditions-là, ne peuvent pas vivre, quoi. Et puis, il y a une autre chose, un autre élément, c'est qu'au bout de 2 ans, quand vous vivez dans la rue, vous devenez psychiatrique, quoi. C'est fini, il n'y a plus de notion de temps, notion de parenté. En général, ils sont souvent abandonnés par les leurs, parce que les leurs ne veulent pas avoir un précaire chez eux, quoi. On se retrouve demain, Jérôme Camille. On va continuer à parler évidemment de cette pièce de théâtre. Je n'ai pas à vous parler de Paul Grenier, justement, en collaboration avec vous-même par rapport à cet ouvrage Paroles de précaires que vous avez réalisé maintenant il y a quelques années. Merci, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima pour cette 2e émission de la semaine en compagnie de Jérôme Camille. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes écrivain, journaliste et puis vous venez nous parler de cette pièce de théâtre que vous avez co-dirigée, co-travaillé avec Paul Grenier, donc metteur en scène. J'ai pas à vous parler, issu de votre ouvrage Paroles de précaires. On en parlait tout à l'heure un petit peu en off, publié déjà depuis 2014 et malheureusement le constat que vous faisiez c'est que les choses loin d'avoir évolué empirent. Quand vous dites elles empirent, c'est à quel niveau? C'est-à-dire que la précarité frappe de plus en plus de monde, que la situation aussi des précaires finalement se délite, qu'il y a de moins en moins d'aides peut-être aussi pour cette population? Non, les aides, il y a des aides, bien sûr qu'elles existent, mais si vous voulez, la situation sociale n'est pas bonne. Et elle se répercute d'autant plus sur des gens qui n'ont pas de prise sur le monde dans lequel nous vivons. Alors ils se dissimulent beaucoup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on les voit de moins en moins dans les rues. Ils se cachent, ils sortent souvent le soir. C'est pour ça que quand on fait des maraudes de nuit, on en voit beaucoup. La situation a empiré parce qu'il y a aussi le problème de ce qu'on appelle les migrants, qui en fait sont des réfugiés, et ça ne fait qu'augmenter. Et ça ajoute à l'attitude des politiques d'abord, des citoyens ensuite, qui disent « mais attendez, nous on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Ce qui est vrai. Mais il n'en demeure pas moins qu'on peut faire certaines choses. Et c'est là où modestement, nous sommes intervenus en créant un abri de nuit. Mais l'abri de nuit, ça ne suffit pas, parce que si vous créez 50 places, l'année d'après, il va falloir en créer 100. Et après, c'est exponentiel, quoi. Où on va, on ne sait pas où on va. Justement, le fait à travers la culture, à travers le théâtre, de pouvoir sensibiliser sur cette question, c'est important. On l'a vu, premier succès, un succès important pour cette pièce de théâtre, la première fois qui avait eu lieu justement aussi à l'Espace Diamant. Et puis cette seconde date, donc ce jeudi, toujours à l'Espace Diamant pour présenter cette pièce. On l'a vu avec une refonte, un travail qui a été moi je dirais affiné, voilà, un travail qui a été encore plus affiné. On voit que finalement ces thématiques, le public aujourd'hui il est prêt à les affronter et à les voir. On a été les premiers étonnés quand je dis on, parce que c'est un travail collectif, il y a des comédiens qui se sont impliqués là-dedans d'une façon incroyable. Il y a Paul Grenier qui a donc travaillé avec moi, qui a fait la mise en scène. Moi, j'étais le scribe et lui, c'était la mise en scène. Et il y a un musicien, enfin, je veux dire, on était un groupe. On s'est rendu compte que les gens, on avait sensibilisé une partie du public à cette histoire. Et moi, j'ai trouvé ça tout à fait étonnant. J'ai même rencontré des gens qui me croisaient dans la rue, qui me disaient « Vous savez, je ne savais pas que ça existait. »
Alors je disais, mais comment, vous n'avez pas vu dans les rues? Ils disaient, oui, à Paris, mais en Corse, pas tellement. Mais je disais, ça existe en Corse aussi. Et je veux dire qu'il y a un moment donné où vous rejetez le problème, où vous ne voulez pas en entendre parler, parce que ça encombre tout le monde. Moi, j'ai entendu toutes sortes de réflexions les concernant. Ils boivent, ils sont sales, ils vous parlent mal. J'en ai entendu. Et ils vous disent, comme ils me l'ont dit à moi-même, j'ai pas à vous parler. Ça voulait dire qu'ils m'excluaient. Mais moi, je leur disais, mais pourquoi vous voulez pas me parler? Qu'est-ce que je vous ai fait? Rien. J'étais toujours très déférent, je dis toujours vous. Je ne tutoie pas, je ne tutoie pas du tout. Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, eux-mêmes s'excluaient de la société. Eux-mêmes se trouvaient pas à la hauteur, pas à votre hauteur et pas à la mienne. Et donc, ça nous donne envie, cette fois-ci, d'avoir affiné le texte, de lui avoir donné, d'avoir rajouté certaines petites choses, pour que la sensibilisation soit plus grande encore. Et donc ce texte, il y a aussi cette figure de cette femme politique, on en a parlé un petit peu hier. Comment justement avoir réussi à articuler une pièce de théâtre sur un sujet aussi difficile? Comment arriver justement à trouver le bon dosage entre la difficulté du sujet puis aussi le côté fiction aussi, puisque c'est important d'arriver à trouver un bon dosage pour que le public aussi vienne à des sujets difficiles, mais puisse réfléchir justement en regardant ce travail que vous avez réalisé avec Paul Grenier. Alors je vais vous dire, au début, moi je me suis réveillé un matin, je me suis dit je vais écrire une série d'articles pour la presse écrite, peut-être pour la radio, peut-être, je ne savais pas trop. Et je me suis rendu compte que, en fait, à mes yeux, ça n'intéressait personne. Et surtout pas les médias. Souvent quand j'avais tort. Et j'ai donc commencé à écrire ça en me disant, au bout du compte, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu dans cette opération, qui s'appelle le docteur François Pernin. Et François Pernin, il m'a dit, il faut que tu écrives un livre. Mais j'ai dit, attends, mais le livre, il va intéresser qui ? Intéresse personne, c'est pas un sujet très, très attrayant. Alors il m'a dit, tu devrais l'écrire quand même. Et pendant 6 mois, j'ai sillonné les squats, les maraudes de nuit, tout ça. Et j'ai noté des choses. Et puis je me disais, c'est toujours le même schéma. Il perd son travail, sa femme ou son compagnon, peu importe, le quitte. Après, il va chercher une communauté dans la rue. Et donc, il intègre le monde des SDF, des précaires. Et puis après, ça y est, il rentre dans un monde clos où il n'arrive plus à sortir, où il n'aura pas de travail, où il n'aura rien du tout. Il sera écarté de la société dans laquelle nous sommes. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ce sujet intéressait plus de monde que je n'imaginais. Bon, bien sûr, il y a des gens qui ne veulent pas en entendre parler, mais ça c'est normal, c'est vrai pour tout. Et puis il y a des gens qui petit à petit, ils sont venus. Par exemple, je vais vous citer un exemple qui m'a beaucoup impressionné. Il y a un type avec lequel j'étais au lycée quand j'étais, adolescent, au lycée Fesch. Et ce type, il est venu me voir, il m'a dit, mais moi je savais que tu écrivais, mais je ne savais pas que tu écrivais des bouquins comme ça. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'ils sont ces bouquins comme ça? Ça veut dire quoi? Il me dit, ça veut dire que moi j'ai vécu, le type avait vécu sur le continent à Lyon, je crois. Et il me dit, mais je les voyais bien traîner dans la rue, je les voyais bien accroupis, affalés, avinés, tout ça. Mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et grâce à toi, j'ai compris un peu le processus, j'ai compris un peu comment ça se situait, comment ça avait... Parce que, en fait, je lui dis, tu sais, en fait, c'est pratiquement toujours le même schéma. Pratiquement, à quelques détails près, c'est le même. C'est vrai pour les hommes et c'est vrai pour les femmes. Merci beaucoup, Jérôme Camille. On se retrouve demain, évidemment, pour parler encore de cette pièce de théâtre « J'ai pas à vous parler » qui sera donc qui sera sur scène le 27 avril à l'Espace Diamant à Ajaccio. Merci beaucoup. À demain. Au revoir.
Bonjour, bienvenue dans Imprima pour une nouvelle semaine en votre compagnie évidemment, hein. Toujours sur cette thématique de J'ai pas à vous parler puisque nous sommes toujours en compagnie de Jérôme Camille pour présenter cette pièce de théâtre qui sera donc qui sera jouée ce jeudi 27 avril à l'Espace Diamant à Ajaccio. Donc elle a été co-réalisée par Jérôme Camille et Paul Grenier, mais on va aussi citer évidemment d'autres personnes qui collaborent à votre travail, notamment on va rendre hommage aux comédiens qui se sont énormément aussi impliqués dans le travail, et puis aussi un musicien qui a travaillé aussi avec vous sur cette thématique. On va parler donc de ce musicien qui s'appelle Nano, c'est ça? C'est ça, oui. Alors Nano, c'est un personnage assez particulier. Il est accordéoniste symphonique, il a écrit un opéra, il participe à des tas de spectacles. C'est plutôt une star, mais dans les pays étrangers. Il a été beaucoup en Amérique latine, en Europe énormément, en Allemagne et en particulier en Autriche. Il a été beaucoup en Chine. Cet homme a été un peu partout, et partout il apporte cette humanité qui est en lui. Et c'est la raison pour laquelle, quand je l'ai rencontré, grâce à la chanteuse Diane Salicetti, je lui ai demandé s'il voulait faire la musique de la pièce que j'avais écrite. Et il a dit oui. Et le lendemain, il m'a dit, mais moi j'entends de la musique sur ce que tu as écrit. Et il a écrit la musique, et non seulement il a écrit la musique, mais il participe au spectacle. C'est-à-dire qu'il joue de l'accordéon avec les comédiens, et il est lui-même un comédien. Alors il n'a pas beaucoup de textes. Il dit quelques phrases, mais il chante à sa façon, il improvise beaucoup, et il est une espèce de star du spectacle parce que il s'est intégré à cette ambiance particulière. Parce que les musiciens, eux, ont investi les personnages complètement. Moi, j'étais étonné, il y a 3 hommes et 3 femmes, c'est ça, oui. Moi, sous mes yeux, j'ai vu des personnages s'animer, des personnages exister, des personnages dire des mots. Chaque fois, je leur disais, mais s'il y a quelque chose qui vous dérange, je change le mot. Et ils disaient, mais non, ça ne me dérange pas du tout. Et ils étaient dans ce texte. Et pour moi, ça a été la vraie découverte d'un théâtre vivant. Comment vous avez réussi justement ce pari aussi de passer d'un travail qui était un travail de journaliste à un travail de fiction, puisqu'à un moment donné, il a fallu créer des personnages. Ouais. Ces personnages, j'imagine que ce sont un agglomérat de toutes ces personnalités croisées dans les maraudes auxquelles vous avez assisté. Ouais. Et j'imagine que ça a été un travail presque de synthèse, de réflexion, d'analyse. Comment les rendre justement ni trop caricaturaux, mais à la fois réalistes, et leur faire porter finalement aussi un message. C'est complètement vrai ce que vous dites, parce que ça m'a obligé à tourner en rond, à réfléchir, à retrouver des personnages que j'avais connus. Et ne pas les trahir surtout. Surtout ne pas les trahir. Et en faire, à partir de personnages disparates, en faire des personnages qui existaient, des personnages que j'ai vus dans la vie, des hommes et des femmes. Ce qui m'a le plus impressionné, c'était de voir arriver des femmes avec des enfants tout petits. C'était un truc que j'avais un peu de mal à digérer, ça. Bon, alors c'est vrai que les femmes s'en sortent un peu mieux que les hommes, parce qu'elles trouvent un compagnon, ou elles trouvent une colocation, une façon d'avoir un toit au-dessus de la tête. Parce que c'est là que je me suis rendu compte que c'était qu'un toit au-dessus de la tête. Au fond, si vous voulez, moi je ne m'étais jamais rendu compte, j'avais toujours une maison. Et tout d'un coup, je vois des gens qui n'avaient pas de maison, qui ne savaient pas ce que ça voulait dire avoir une maison, qui en avaient eu une quelquefois, mais qui n'en avaient plus, et qui étaient donc rejetés. Et donc, moi, j'ai pensé à chacun des personnages. Dans la pièce, il y a des personnages qui existent, je sais qu'ils existent. Peut-être qu'ils sont différents, ou plus âgés, ou moins, je ne sais pas exactement. Mais leur caractère, leur façon d'être, leur façon de parler, je les ai récupérés, je me les suis appropriés. Ça a mis quand même 3 mois. Pendant 3 mois, je n'ai fait que ça. Il y a une phase finalement de gestation, de digestion aussi, oui. Pour pouvoir arriver à être juste dans son écriture. Oui, de digérer, exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me disais, mais est-ce que... Mais en fait, leurs phrases me revenaient.
Ce qu'il y a, j'ai eu beaucoup de mémoire, heureusement pour moi. Et quand on écrit, il vaut mieux avoir de la mémoire. Et quand il disait certaines phrases, des phrases me revenaient toutes crues, comme... par exemple, j'ai gardé « j'ai pas à vous parler » parce qu'on me l'a dit je sais pas combien de fois, quoi. Ce qui voulait dire, qui c'est ce flic, Qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il est, pourquoi il est là d'abord? Et pourquoi il pose des questions? Est-ce que j'ai pas à vous parler d'où? Donc j'ai pas à vous parler. Et des expressions comme ça, j'en ai connu plein, j'en ai entendu plein. Au fur et à mesure, je les notais. Et les personnages se sont construits, j'allais dire presque naturellement, pas vraiment presque naturellement, parce que c'était beaucoup de travail, vous avez raison, beaucoup d'analyse, beaucoup de recherche, ne pas trahir. Ça, c'est vrai que ça a été pour moi une phrase essentielle dans mon comportement. Je me disais, surtout, il ne faut pas les trahir. Hein. Il ne faut pas en faire des héros. Ils ne sont pas des héros, ils sont comme nous. Ils rient, ils se moquent d'eux-mêmes, ils se moquent des autres. Ils sont le plus vivants possible, même s'ils sont à l'écart de la société. Merci beaucoup Jérôme Camille, on se retrouve demain, avant le DIDEP, demain tout à fait, puisque ce sera donc demain que se jouera cette pièce de théâtre, J'ai pas à vous parler, mise en scène par Paul Grenier à l'Espace Diamant à Ajaccio. Merci, à demain, au revoir. Bonjour, nous sommes jeudi, nous sommes dans Une Prime à toujours, en compagnie de Jérôme Camille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, journaliste, et puis vous venez nous parler de cette pièce qui sera jouée ce soir à l'Espace Diamant à Ajaccio. J'ai pas à vous parler, mise en scène par Paul Grenier. On va évidemment rappeler que c'est issu d'un travail de journaliste que vous aviez mené en 2014 sur la thématique donc Parole de précaire. Cette pièce de théâtre est une fiction, il faut le rappeler. C'est, on peut le dire, un moment pour pouvoir s'interroger sur ce qu'est la précarité aujourd'hui à travers des personnages qui sont des personnages de fiction mais qui malheureusement vous ont été inspirés par la réalité. Est-ce que aujourd'hui finalement il y aurait un autre travail à mener comme celui que vous aviez déjà fait? Est-ce qu'il y aurait une actualisation finalement de ce travail? Moi je dirais oui. J'ai eu un ou deux coups de fil de journalistes, en particulier d'un journaliste du Courrier de Lyon, je crois que ça existe, un Courrier de Lyon, et qui m'a appelé, qui m'a dit c'est formidable et tout ça, et comment on fait? J'ai dit il faut aller sur le terrain, il faut les écouter. Moi je les écoutais pendant 1 an. Alors évidemment c'est difficile dans un journal, parce que à quel journaliste va-t-on donner la possibilité de s'extraire de la rédaction pendant 1 an pour suivre des gens qui n'ont pas grand intérêt, quoi. C'est des gens qui sont en marge de la société. Bon, moi j'ai eu cette chance de m'offrir ça. J'avais 2 possibilités, ou je faisais un grand voyage pour me changer les idées, ou bien cette idée me poursuivait, et c'est comme ça que ça a commencé. Et quand j'ai été voir la Croix-Rouge, je savais que la Croix-Rouge faisait des maraudes de nuit, j'ai dit est-ce que vous m'acceptez? Alors ils m'ont dit oui, simplement il faut que tu sois assuré. Alors j'ai dit bon d'accord, si vous voulez je m'assure, moi c'est pas un problème. Et j'ai été tous les soirs écouter. C'est pour ça que quand les personnages se sont imposés à moi, les personnages, je les ai connus, je les ai vus, je sais comment ils sont habillés, je sais comment ils sont, je sais comment ils accueillent les gens de la Croix-Rouge, je sais comment ils sont quelquefois, ils se détournent de vous parce que vous appartenez à un monde de gavés. Vous êtes des gavés. Alors ils vous regardent pas, ils vous aiment pas, enfin en apparence. Parce qu'après quand on gratte un peu, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas d'hostilité véritable. Nous, on est un peu indifférents vis-à-vis d'eux. Moi, je me souviens à Paris avoir été place de l'Hôtel de Ville, il y avait un groupe de SDF, alors je me suis approché, mais la plupart des gens, ils les contournaient. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi on les contournait. Je disais, mais attends, ce sont des hommes... Et après, quand je leur parlais, ils me parlaient, ils voyaient bien qu'on était différents. Que vous et moi et quelques autres, on est tous des bourgeois, et qu'eux sont des miséreux. C'est pas la même chose. Il y a une situation sociale qui est pas la même, quoi. Il y a un déséquilibre énorme. Et j'ai trouvé que en ayant un rapport proche d'eux, j'ai appris des choses étonnantes. Appris qu'il y avait des gens qui avaient des positions sociales. Par exemple, j'ai en mémoire un type qui était un grand cuisinier. Et pour des raisons que j'ignore, parce que ça ne m'a pas dit, il s'est retrouvé dans la rue. Alors qu'un cuisinier, ça gagne bien sa vie, ça a une vie confortable et tout ça. Il m'a simplement dit une phrase qui m'a choqué terriblement.
Il m'a dit, vous savez, mes enfants ne veulent plus me voir. Et pour lui, on sentait que c'était un déchirement terrible. Et pour moi, ça a été une émotion d'entendre une phrase comme ça, parce que c'est dur à entendre. Ou alors, une femme aussi qui m'a expliqué qu'elle était partie aux États-Unis, qu'elle avait vécu aux États-Unis, et puis comme elle n'avait pas de papier en règle, elle est rentrée en France, elle est rentrée à Paris, et de Paris, elle a rencontré des gens qui étaient des SDF, et les SDF lui ont dit, nous, on a une maison les pieds dans l'eau. Et la maison les pieds dans l'eau, c'était l'espace Alban à Ajaccio. C'est pas complètement les pieds dans l'eau, mais enfin, c'est pas trop loin. Donc elle les a suivis, et c'est comme ça qu'elle est arrivée en Corse. Et puis elle a rencontré un Allemand, avec lequel elle a eu une belle histoire d'amour. Ça existe même chez les SDF. Une belle histoire. Et puis le type avait du mal à s'accrocher à l'existence, et il s'est supprimé. Et elle avait une énorme culpabilité qu'elle m'a racontée quand on s'est vu plusieurs fois de suite. À la fin, elle m'a dit son nom et tout ça, et elle m'a dit, il s'est supprimé, et j'en porte la responsabilité. Alors je lui ai dit qu'on ne pouvait pas porter la responsabilité comme ça. Elle m'a dit que oui, que si elle l'avait pris par la main, elle l'avait tiré hors de cette situation de précaire de SDF, peut-être qu'il n'aurait pas fait ça. Et il y a des situations qui sont très dures, et puis des situations, il ne faut pas croire que la pièce est triste et tout ça, pas du tout. C'est justement, comme dans la vie. Il y a un côté dans cette pièce qui n'est pas de victimiser, pas du tout, mais de raconter une vérité, une absolument, réalité. Absolument. Et donc, je veux dire qu'ils sont comme nous, ils ont des éclats de rire, et puis il y a des moments où ils parlent sérieusement, des moments où ils raisonnent sérieusement, il y a des moments où ils disent n'importe quoi, il y a des moments où ils sont avinés, où il y a des moments où ils vous ont vu 3 ou 4 fois, mais ils ne vous reconnaissent pas. Ils ne vous reconnaissent pas du tout, ils ne savent même plus qui vous êtes. Et il y en a aussi qui sont mythomanes, qui vous racontent des choses invraisemblables. On s'en aperçoit au bout de la 2e fois. La première fois, on ne s'en aperçoit pas. Donc ils sont, je dirais, à la limite, moi je croise pratiquement les mêmes, mais qui ne sont pas SDF. J'exagère, mais à peine. Et des gens qui ont échappé à la situation sociale qui est difficile pour beaucoup de gens, pour énormément de gens. Et qui est difficile pour ceux qui ont passé cette barrière, qui est la barrière d'une situation extrême. Ouais. Merci beaucoup Jérôme Camille. Puis on rappelle que ce soir se joue cette pièce. J'ai pas à vous parler le travail que vous avez réalisé avec Paul Grenier, donc metteur en scène. Donc ce jeudi soir à l'Espace Diamant à Ajaccio. Bonjour, bienvenue dans Imprima pour cette dernière émission de la semaine en compagnie de Jérôme Camille. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle évidemment que hier s'est jouée cette pièce J'ai pas à vous parler, un co-réalisé avec Paul Grenier, metteur en scène à l'Espace Diamant à Ajaccio, qui était issu de votre travail, Paroles de précaire, réalisé en 2014. Mais vous êtes écrivain, vous êtes journaliste et vous fourmillez de projets. Cette pièce a été aussi l'occasion de rencontres, de belles rencontres, notamment avec le musicien Nano. Et vous êtes actuellement en train de travailler sur un autre projet, Quatuor Insulaire. Vous allez nous en dire un petit peu plus. Alors, le Quatuor Insulaire, je vais vous dire comment c'est né. Moi, j'ai écrit ce texte qui a été publié chez Colonna Édition. Et j'ai dit comme ça, mais le bouquin sort. Et je dis à Nano, j'ai dit, tiens, si tu n'as rien à faire, tu peux lire ça. Et je lui donne le bouquin et il est très rapide, vraiment très rapide. Le lendemain, il m'appelle et il me dit, moi, j'entends de la musique sur ce que tu as écrit. Alors, je lui dis, ben, t'as de la chance, moi, j'entends rien du tout. Ben, il me dit, c'est parce que t'es sourd. C'est parce que moi, j'entends de la musique. Je dis, oui, oui. Je dis, alors? Et alors, si tu es d'accord, j'écris de la musique. J'écris un oratorio. Moi, je savais à peine ce que c'était un oratorio. Je savais que c'était un texte avec de la musique, mais pas de mise en scène véritable. Alors, il me dit, voilà, on va faire ça. Et puis, il commence à improviser des choses qu'il avait écrites dans sa tête. Et puis, au bout d'un moment, il me dit, tu sais, et puis ce Quatuor Insulaire, on va le jouer tous les deux. Ah, je dis, non, moi, je joue rien du tout. Moi, toujours mon obsession de penser que le théâtre, c'était Shakespeare et Samuel Beckett et que moi, j'avais rien à faire dans tout ça. Et alors, il me dit, si, tu vas voir, on va faire ça. On va faire une lecture et on va faire work in progress. On va faire écouter ce que nous faisons aux gens au fur et à mesure. Ah, j'ai dit, c'est rigolo. Il me dit, écoute, tu essayes. Si tu sens que tu ne peux pas le faire, on va trouver un comédien, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Bon, je suis d'accord, on va essayer. Et on essaye chez Paul Rognoni,
Courganval. Cyrnos. Au Cyrnos. Et il y a 30-40 personnes, ce que je trouve énorme. Moi. J'aurais voulu qu'il y ait 2 personnes pour qu'il y ait le moins possible de gens qui m'écoutent. Mais là, ils étaient une trentaine, je sais pas, comme ça, dans ce lieu étonnant. Et les gens sont là, ils écoutent avec attention. Et comme on n'est pas très nombreux, à la fin, on discute. Et on leur explique que on leur a montré ça, on leur a fait écouter ça pour faire évoluer le texte. Et ils sont très contents, ils disent des choses, quelquefois très cohérentes. Et au fur et à mesure, on a continué comme ça. La deuxième fois, on a fait ça à San Benedetto. Et à San Benedetto, il y avait 80 à 100 personnes. Mais je dis, si on continue comme ça, on va finir... à 1000. On va finir dans un stade, c'est pas où on va finir. Et là, ça a été étonnant aussi. Les gens ont compris ce que nous faisions. On s'était adjoint à un percussionniste. Moi, j'adore les percussionnistes. Je ne comprends pas très bien ce qu'ils font, mais le résultat me plaît beaucoup. Et ce type, avec des cailloux, il faisait des gens qui marchaient, c'est incroyable. Avec des clochettes, il avait un triangle, et avec la clé de sa voiture, il faisait sonner le triangle. Enfin, c'était étonnant parce qu'il donnait un autre relief à ce texte, et ça a été très très bien. Et la troisième fois, on a été à Una Volta, à Bastia, et on avait amené le percussionniste avec nous, et là, ça a été incroyable. Parce qu'au-dessus de Una Volta, il y a le conservatoire de musique. Et les gens, ils descendaient pour écouter la musique, pour écouter tout ça. Et moi, j'en revenais pas. Quoi. Après, on leur expliquait ce qu'on faisait. On leur expliquait en disant, voilà, il y a des moments où on essaye d'affiner, d'arranger, je sais pas, d'améliorer, de trouver peut-être le mot qui convient mieux qu'un autre mot, etc. Et ça a très, très bien marché. Donc, on va arriver à un stade final que j'espère pas trop lointain. Je pense que Nano a écrit à peu près plus de la moitié de la musique, car il écrit sans arrêt de la musique. Ce type, voilà, c'est un fou furieux, quoi. Un fou furieux de musique. Et il me téléphone et pendant 1 heure, il me joue des morceaux, parce qu'il n'habite pas ici, il habite partout, quoi. Une fois, il m'a téléphoné de Bogota. Il était à Bogota, alors il m'a dit « Il faut que je te dise ce que j'ai trouvé ». Alors j'ai dit, ouais, tu sais, au prix où est la minute de téléphone, on s'en fout, il m'a dit. J'ai dit, oui, d'accord, on s'en fout. Et alors il m'a fait écouter le petit morceau qu'il avait trouvé. Il m'a dit, tu sais, j'avais besoin d'une liaison entre le point A et le point B. Eh ben, je l'ai trouvé. Là, voilà. Donc c'est un moment formidable. Pour moi, c'est une découverte. Et puis c'est aussi une approche complètement différente de l'écriture. Et ça, c'est formidable parce que ça permet d'évoluer. Au lieu d'être tout seul à sa table, à pencher comme ça dans une position ridicule, écrire tout le temps, je parle à des gens, j'échange avec eux, je suis d'accord, pas d'accord. C'est participatif. Ah, c'est formidable. Merci en tout cas, Jérôme Camille, d'y avoir passé cette semaine avec nous. Et puis on rappelle évidemment que cette pièce de théâtre, j'ai pas à vous parler, va continuer à vivre et à se déplacer. À travers la Corse et au-delà. Très bien. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci de votre accueil.